Merci de nous rester fidèles. Ravi une fois encore de vous retrouver. Nous sommes dans l'invité et ce soir, nous allons parler processus électoral. La société civile a-t-elle joué sa partition pour mieux cerner le contour du thème? Notre invité, son nom Komi Akpa, il est le directeur exécutif de partage et action en synergie pour le développement PACID. Monsieur Komi Akpa, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation aussi. C'est à vous, bien sûr, d'être là parce que ça n'a pas été toujours facile de vous avoir aussi sur le plateau. Le thème étant libellé comme processus électoral, la partition de la société civile la société civile a-t-elle joué vraiment son rôle? D'entrée de jeu, quel est le rôle des organisations de la société civile pendant des élections dans tout son ensemble? Bon. La société civile a été très active durant le processus électoral. Je dirais même que durant le processus électoral passé, la société civile a été encore plus active que lors des processus passés. Et on a pu voir la société civile active dans les missions de sensibilisation, d'éducation des citoyens à leurs droits, à leurs devoirs aussi. Et durant le processus électoral, ils ont appris aux populations comment on vote, etc., quels sont leurs droits fondamentaux dans le cadre du processus électoral. La société civile a mis en place des mécanismes qui ont permis aux populations d'être informées des différentes étapes du processus, notamment l'étape de la révision de listes électorales, de l'affichage de listes, et puis d'éviter les débordements dans les comportements en période de campagne électorale. Et le jour J, le jour du vote, même de savoir comment voter pour le candidat de leur choix. Donc je peux dire en bref que la société civile a participé à ce processus en jouant différents rôles. En jouant bien sûr différents rôles au cours de ce processus électoral qui a mené aux élections présidentielles ou bien à l'élection présidentielle. C'était le 22 février dernier qui a donné victoire for Union Singbi. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été vraiment dynamique sur le terrain, monsieur Akpa? La société civile a été très dynamique. Ah bon? À l'instar de mon OSC, c'est-à-dire l'ONG Partage et Action en synergie pour le développement PACID, il y a eu une dizaine d'ONG qui ont été aussi actives dans le processus électoral avec l'accompagnement de l'USAID pour sensibiliser les populations, les éduquer, mettre en place des mécanismes de détection des incidents en période électorale. Tout ça pour arriver à un processus électoral apaisé et transparent, bien sûr. Est-ce que ça s'arrête là, le dynamisme, quand on parle bien sûr de la dynamique des organisations de la société civile, et ça s'arrête juste à contribuer d'une façon aussi simple à cette élection présidentielle, au processus, bien sûr? Non, ce qui est plus important pour nous, c'est la durabilité même de toutes ces actions-là que nous faisons, c'est-à-dire la culture citoyenne qui doit rester et être utilisée lors des processus électoraux, lors des processus électoraux prochains. C'est ça qui est le plus important. Parce que nous avons tous constaté que dans notre pays, chaque année électorale est nécessaire, a toujours été presque à des degrés différents, bien sûr, mais ça a toujours été une année de tension. Surtout les élections présidentielles ont toujours généré des tensions. Et alors que, bon, notre pays, je l'ai toujours dit, la constitution de la 4e République du Togo fonde notre République sur la démocratie. Et dans cette démocratie, c'est les élections qui permettent de désigner les dirigeants. Donc le président de la République, il doit être élu. Et donc, qu'on le veuille ou pas, on aura toujours des élections. Et maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'à chaque élection, on va toujours assister à des tensions. Et c'est là où le rôle de la société civile a du sens.
parce qu'on veut travailler pour le processus aujourd'hui, mais on veut travailler pour le processus pour toujours, pour les processus électoraux pour toujours, et que les populations qui sont d'abord la base, les citoyens sont quand même au centre de la démocratie, et c'est eux qui choisissent. Et ce qui est constaté sur le terrain, c'est que beaucoup ignorent encore leurs droits électoraux et leurs devoirs. Il faut absolument de leur apprendre. Il faut attirer leur attention sur ce que c'est que leurs droits, parce que tous les dérapages qu'on connaît dans les processus électoraux et qui génèrent des tensions, des conflits, des contestations entre les acteurs politiques, c'est généralement dû à ça. C'est le fait qu'on est devant un électorat qui ne maîtrise pas vraiment ses droits et qui se laisse aller à des sollicitations diverses. Voilà. Quand on parle aujourd'hui de société civile, on a tendance à voir certaines d'entre elles qui ont des teintures politiques par-ci, par-là, qui portent un coup, bien sûr, au processus et qui amènent, bien sûr, à la déséquilibre du climat de paix. Justement, à ce point, qu'est-ce que vous dites? Non, vous savez, dans tout ce que la société civile doit faire, il y a des valeurs à respecter. Et l'une des valeurs de base de la société civile, c'est l'impartialité sur le plan politique. Vous savez, la société civile, aujourd'hui, au sein de la communauté internationale, est considérée comme... les Nations Unies disent que c'est le troisième secteur aux côtés du gouvernement et du secteur privé. Vous savez que dans les enjeux politiques, les acteurs politiques peuvent avoir à violer les droits des citoyens. Et dans la recherche du gain au niveau du secteur privé aussi, il peut y avoir des violations des droits des citoyens. Et tout cela peut même générer des crises, ça peut générer des violences de tous ordres. Et donc, la société civile est là comme une sentinelle positionnée sur les valeurs de la République pour pouvoir plaider auprès des différents acteurs et aussi éduquer les populations pour pouvoir s'approprier les valeurs de la République. Et donc, la société civile, telle que conçue, est d'abord une catégorie d'acteurs qui a un rôle central à jouer dans une république, dans une démocratie. Mais si certains collègues pensent qu'il faut plutôt s'aligner sur ceux qui gèrent le pouvoir ou s'aligner sur ceux qui sont dans l'opposition et faire face au pouvoir, etc., cette façon de jouer leur rôle fragilise les résultats qu'ils doivent obtenir. Je connais beaucoup d'Ouest et au Togo qui font des choses importantes, des choses de très haut niveau et qui peuvent générer des résultats, mais ils ne génèrent pas des résultats pour la simple raison que ce qu'ils font est fragilisé par leur opposition. Leur parti pris. C'est fragilisé par leur parti pris, dans les deux sens. Et que ce soit, quel que soit le cas auquel on appartient, ce qu'on fait ne porte pas nécessairement des résultats. J'ai toujours dit que quand vous voulez parler aux populations, par exemple, vous voulez éduquer les populations, les sensibiliser, dans ces populations-là, il y a nécessairement des gens qui sont des fidèles des tenants du pouvoir. Il y en a qui sont aussi qui appartiennent à la sensibilité de l'opposition. À partir de ce moment, si vous ne tenez pas un langage équilibré, nécessairement, soit vous parlez pour une partie et vous négligez l'autre partie, ou voilà, vous prenez le risque que le message ne passe pas dans tous les sens, alors que la société civile est le seul acteur qui est capable de parler à tout le monde. Lors d'une réunion où il y a tout le monde, c'est-à-dire les gens de toutes les tendances politiques réunis, il n'y a que la société civile pour parler vraiment à l'ensemble en même temps des valeurs de la République, parce que les valeurs de la République sont au-dessus des valeurs des partis politiques. Les partis politiques sont dans le jeu du pouvoir. C'est la conquête de la gestion du pouvoir. À partir de ce moment, ils peuvent faire des choses qui peuvent aller même à l'encontre des valeurs de la République. Mais c'est la société civile qui peut ramener tout le monde vraiment aux valeurs de la République. Et donc, prendre parti ne peut faire que fragiliser davantage la société civile.
Parce que déjà, la notion de société civile telle que conçue dans les instances internationales n'est pas toujours comprise au plan national. Toutes les conditions ne sont pas toujours créées pour offrir un cadre d'action favorable à la société civile. Et c'est pour ça que nous parlons souvent de l'environnement favorable des OSC. Il faut que les OSC disposent d'un environnement favorable qui leur permette de libérer leur potentiel de contribution à la construction d'une société pacifique, d'une société inclusive, d'une société démocratique, durable et résiliente. Ça, c'est important. Le rôle de la société civile est justement à ce niveau-là. Justement, parlant de l'impartialité, est-ce que vous l'avez été au cours de ce processus électoral? Je l'ai toujours été. Pas forcément passive, mais les OSC dans tout son ensemble. Oui. Est-ce que vous l'avez été cette fois-ci? Oui. On a vu quand même, bien sûr, à quelques heures de ce processus, l'accréditation qui a été retirée à d'autres à qui carrément on a interdit la supervision et le contrôle dans tout son ensemble. Est-ce que ceux ou bien celles qui ont été sur le terrain ont été vraiment impartiales, monsieur Kobiakpa? Bon, l'impartialité, c'est un combat de tous les jours. Même les collègues peuvent vouloir être, ils peuvent vouloir ne pas prendre parti, mais peut-être, je ne sais pas comment ça se passe chez les gens, je ne sais pas quelle est l'intensité de l'incarnation, le degré d'intensité de l'incarnation des valeurs de la société civile au niveau de chaque acteur. Mais on a vu effectivement que des accréditations ont été retirées ou refusées. Et ça aussi, c'est un problème. C'est un problème. Parce que d'un côté, ils peuvent ne pas être si impartiaux comme on pourrait le vouloir. Mais ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre chose, c'est la gestion qui est faite de ça. Est-ce que c'est suffisant pour dire non, vous n'avez plus le droit? Ou est-ce qu'on peut traiter autrement, par exemple, en faisant prendre des engagements aux gens et les suivre par rapport à ces engagements? Ça aussi pouvait être un autre moyen pour traiter. Aujourd'hui, la façon dont ça a été géré, ça a fait que des gens sont versés dans les interprétations. Et chacun interprète à sa manière et ça ne fait que renforcer la tension qu'on voulait pourtant éviter avec les différentes interventions que nous avons faites pour apaiser le processus. Ça, c'est bien sûr avant le processus dans tout son ensemble. Mais au cours du processus, est-ce que vous avez pu être impartial? Oui, il faut juste... Je reviens sur ma question. Oui, il faut juste vous rendre compte que quand vous parlez de la société civile, bien sûr que... Elle est diversifiée, elle est multiple. Vous ne parlez pas d'une organisation, vous parlez de plusieurs oui, pas du PACID. Oui. Oui, de vous tous en fait. Voilà. On n'a pas aujourd'hui un cadre qui nous permet de suivre chaque organisation dans ce qu'elle fait sur le terrain. On n'a pas encore un cadre qui nous permette ça. Mais pour ceux avec qui on a eu à travailler et avec qui on avait un cadre de concertation où on se voyait pour partager nos expériences, je crois quand même qu'il y avait des lignes directrices qui ont permis à chacun de rester dans un canevas et de faire le travail pour avoir des résultats. Les résultats qu'on recherchait, c'est au niveau de la transparence du processus, c'est aussi au niveau de la crédibilité du processus, mais aussi la paix et la non-violence. Et on peut à ce stade-là se féliciter du fait qu'on n'a pas eu quand même de violence majeure au cours de ce processus électoral. Ça, c'est déjà un premier gain. Maintenant, notre souci, tout ce que nous voudrions, tout ce que nous voulions à ce moment-là, c'est que même après la proclamation des résultats, qu'il n'y ait pas de tension. Et là, c'est là où vraiment nos résultats ont été un peu fragilisés. Sinon, pendant la période d'avant et pendant le processus, je crois qu'on peut féliciter quand même la société civile d'avoir contribué à ce climat de paix. Alors, le processus vient de passer. Vous l'avez joué ce rôle-là avant et pendant. Et après, quel est le rôle qui vous est dévolu? Le rôle qui nous est dévolu, c'est de continuer notre mission. Parce que je vous disais tout à l'heure qu'en fait,
nous voulons bâtir des choses dans la durée, pas seulement de faire des actions passagères pour avoir des résultats éphémères. Parce que quand on est dans le domaine de l'éducation, on est dans le domaine de la sensibilisation, les résultats sont souvent éphémères. Vous avez pris par exemple 5 mois pour parler aux gens, pour éduquer les gens, pour sensibiliser les gens sur des comportements adoptés. Mais si cela reste sur cette période-là, après, d'autres choses vont venir effacer progressivement ces résultats. Les gens vont retomber encore dans leur comportement ancien. C'est ce qui fait que je me suis toujours dit qu'il faut il faut institutionnaliser des actions et les faire dans la durée pour qu'il y ait des résultats qui durent dans le temps. Et moi, j'ai toujours plaidé que l'État ait dans son budget une ligne affectée à l'éducation citoyenne et que l'État puisse contracter dans le cadre du partenariat, du partenariat qui est nécessaire pour avoir des résultats viables, efficaces et puis viables, que l'État puisse contracter par exemple des organisations, des OSC qui sont dans des domaines bien précis et qui excellent dans ces domaines-là, que l'État puisse les contracter pour leur donner les moyens pour pouvoir faire et apaiser la vie nationale, renforcer le sentiment de réconciliation nationale, renforcer la cohésion sociale. Et même là où le tissu social est déjà fissuré, de ressouder ce tissu social pour avoir une forte cohésion. Parce que les politiques de développement ne donneront de résultats véritables que quand c'est supporté par une cohésion sociale. Parce que c'est au niveau de la cohésion sociale que les résultats sont souvent fragilisés, parce que moindre débordement, moindre incident, les résultats se volatilisent. Et il faut vraiment agir sur tous ces axes-là. Alors, au cours de vos formations, parlant bien sûr de la productivité des OSC au Togo, au cours des formations et sensibilisation, quels sont les contenus diversifiés que vous avez eu à donner aux populations? Nous avons parlé, on a eu à travailler sur la constitution de la 4e République avec les populations et puis l'espace civique créé par cette constitution, les libertés fondamentales contenues dans cette constitution de la 4e République, donc la liberté d'expression, la liberté d'association, de mouvement, tout ça. On a eu à échanger là-dessus, et le droit civique, le droit du citoyen, parce que généralement les populations, elles sont préoccupées plus par leur quotidien, quoi manger, comment traiter le palu de mon enfant, l'école de mon enfant, etc. Ça, c'est des choses qui les préoccupent. Donc, quand on parlait des droits civiques aux gens, il y a certains qui réagissent en vous disant, nous, on croyait que vous nous avez apporté quelque chose, qu'on a faim, on a besoin de ci, et que vous nous parlez encore des élections. Oui, les élections, c'est au-dessus de tout. Parce qu'on a toujours dit, si vous ne faites pas la politique trouvera toujours les moyens de vous faire, vous. Et donc, il faut que les populations connaissent déjà leurs droits et qu'elles comprennent dans quel cadre ces droits-là sont prévus dans nos constitutions. Donc, on a parlé des élections. On a parlé on a parlé des comportements citoyens en période électorale. Avant, pendant et après. Bien sûr. Justement. On va s'intéresser un peu à votre regard sur le processus électoral dans tout son ensemble. Comment vous trouvez ça en tant qu'un maillon essentiel de la société civile que vous êtes devant nous? Disons que le processus électoral, le processus des élections présidentielles, 2020, oui. Les élections qui sont déroulées le 22 février passé, on peut dire que dans l'ensemble, ce processus s'est bien passé. Le processus s'est très bien passé, il n'y a pas eu de violence, la campagne s'est déroulée en dehors de certains incidents qui ont été signalés, mais qui ont été après réglés. Je crois que dans l'ensemble, le processus s'est bien déroulé. Les candidats ont pu
avoir le temps d'antenne. On a regardé un peu, on a observé un peu. Il n'y a pas eu de déséquilibre au niveau des temps d'antenne. On a vu que les organes en charge du processus électoral ont pu jouer leur rôle à ce niveau. Maintenant, le seul problème que nous pouvons continuer à déplorer, c'est les tensions qui sont encore nées de la proclamation des résultats. Parce que nous, quand on travaille sur l'apaisement du processus électoral, c'est les 3 périodes. C'est l'avant, pendant et l'après. Que faut-il faire justement pour améliorer qu'on n'arrive pas juste après la proclamation à ce stade-là? Le problème, c'est un problème d'éducation, parce qu'il y a des problèmes que nous rencontrons ici, qu'on ne rencontrera jamais en France, qu'on ne rencontrera jamais aux États-Unis. C'est le niveau, le niveau d'éducation de la population, ça aussi joue. Tout le monde n'a pas toujours la capacité de tout comprendre. Donc, il y a une bonne partie de la population, surtout celle qui vit en milieu rural, est handicapée majoritairement par l'analphabétisme. Il y a tout ça qui fait que, même les communications que nous faisons, quand les communications sont écrites ou sur les médias comme ça, je suis sûr, on est sur New World TV, mais ceux qui sont agapés, ils ne peuvent pas suivre. Forcément, ce n'est pas tout le monde qui est agapé, qui ne comprend pas le français. Non, ce n'est pas le français. Il y a une partie. Déjà, il faut disposer de postes téléviseurs. Il faut avoir l'antenne appropriée. Ça, vous avez raison. Oui. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'entretien. Comment pensez-vous impliquer davantage dans les années à venir pour pouvoir arriver à un processus limpide, clair et net, qui ne donne plus lieu à des contestations juste après, comme vous venez de le souligner? Oui. Parce que toute l'ambiance que nous vivons aujourd'hui, ça impacte la vie de tout le monde. Moi, comme au niveau de mon ONG, nous travaillons beaucoup avec les jeunes entrepreneurs, on forme les jeunes entrepreneurs, on les encadre, on les accompagne dans la création de leur entreprise. Il y a beaucoup qui se réfèrent à nous en ce moment pour dire les choses ne vont plus. J'étais revenu hier seulement d'Addis Abeba, j'étais là-bas, des gens m'ont envoyé des messages au hasard pour dire les choses ne vont pas. Je dis oui, il y a nécessairement aussi l'effet de la crise post-électorale, mais il y a aussi l'effet de la psychose même du coronavirus, tout ça. Que faut-il faire justement dans les années à venir? La décision n'appartient pas aux OSC, mais nous jouerons notre partition. Je viens ce soir comme ça d'une réunion de concertation entre les 3 fêtières de la société civile au Togo. Nous aussi, nous voulons renforcer la coordination à notre niveau, nous définir un cadre éthique de fonctionnement de manière à ce que nos actions portent plus de résultats et qu'on respecte plus les valeurs de la société civile. Et c'est très important pour nous. Cela peut améliorer qualitativement et quantitativement aussi nos contributions au développement national. Ça peut nous préparer à mieux accompagner le gouvernement dans ses politiques de développement. Et donc, nous sommes là-dessus. Une seule ONG ne le fera pas, mais ensemble, vous irez encore beaucoup plus loin. Merci beaucoup à vous, Monsieur Komi Akpa. Je rappelle bien sûr que vous êtes le directeur exécutif de Partage et Action en Synergie pour le développement PASTID. Et notre thème processus électoral, la société civile a-t-elle joué sa partition? On va devoir marquer une pause. Derrière, c'est l'info. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite dans Regard croisé.